Merci de passer cette heure avec nous. Je suis désolé de ne pas vous montrer ma tête. Ma caméra ne marche pas. Sincèrement désolé. Mais vous voyez mes deux acolytes pour cette présentation. Je laisse vous présenter, les gars. Vas-y, Jean-Marc. Bon, ok. Donc, Jean-Marc Prieur, je suis chez Microsoft dans la division identité et je suis en charge de l'expérience développeur et en particulier les SDK.NET. Donc, on va voir un peu aujourd'hui. Ok, moi c'est Benjamin Toaval, donc je suis Digital Advisor chez Selenza. Voilà. J'ai beaucoup travaillé autour de ces sujets d'identité. Et on va vous proposer un petit événement là pour une petite démo qui servira de base à vos questions aujourd'hui. Alors, ce qu'on nous a préparé, c'est qu'on a préparé un projet de bout en bout sur lequel on va mettre en place un annuaire Azure AD. Alors, le projet, vous allez voir, il est très simple. On va avoir un site web qui va appeler une API et on va faire en sorte que notre identité l'identité de l'utilisateur aille de bout en bout jusqu'à l'API. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire généralement, parce que généralement on s'arrête au premier niveau site web et puis après au niveau des API, ben, on fait ce qu'on peut. Et là, on va vous montrer que c'est pas si compliqué. Et donc voilà, une petite vidéo d'une demi-heure qu'on va prendre le temps de mettre sur pause pour commenter. Et vous allez voir que ça se fait très très facilement avec les nouveaux versions des frameworks qui sont dans .NET 5. Jean-Marc nous expliquera les nouveautés qu'il y a là-dedans. Et voilà, donc en quelques lignes de code, vous allez voir, ce modèle de fonctionnement-là, il est accessible à tous les développeurs et à toutes les applications. Tu veux dire quelques mots, Jean-Marc, sur ces nouvelles bibliothèques avant de commencer? Non, on verra au fur et à mesure. D'accord. Et puis, je me permettrai de bien sûr. Donc, vous avez fait un projet qui montre bien l'ensemble des choses. Puis, il y a quelques simplifications qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, je me permettrai de le dire ou peut-être tout à la fin. On verra. Voilà. Ok. Donc, on va le faire en deux parties. Première partie, on va créer les identités qu'on va avoir besoin pour travailler. Donc, qui dit identité, on va avoir besoin d'identité applicative, puisque notre site et notre API vont avoir chacun leur identité dans l'Azure AD. Donc, tu as une web app qui appelle une web API, et donc exactement. Il faut que tu enregistres dans Azure Active Directory deux applications de manière à ce que la web app puisse appeler la web API et soit autorisée par Azure AD à le faire. Si je exactement. Donc au passage, on vous relève les informations importantes qu'on va avoir besoin dans tout le projet. Donc là, j'ai noté le tenant ID. On va en avoir besoin quand on va faire l'enregistrement. C'est ça. À noter qu'on travaille avec un compte qui n'est pas admin du tenant. C'est un compte qui est en charge des applications. Donc c'est un rôle spécifique dans Azure AD. Voilà, ça permet de déléguer cette gestion sans vous donner des rôles global admin à un utilisateur ou à un compte de service. On verra plus tard. Donc là, Michel, Benjamin, tu es en train de faire une application qui ne marche que dans ce tenant-là. Donc c'est une application type entreprise en fait. C'est ça. On a pris ce prérequis-là. Ça ne change pas grand-chose. Il y a la version des tokens qui peut changer quand on est en version avec les identités Microsoft, de type Microsoft autre. Sinon, ça change. Voilà. Pour notre cas, ça ne changeait pas grand-chose. Et c'est la majorité aussi des cas d'usage qu'on rencontre. C'est-à-dire que tu t'autorises à signer que des utilisateurs de ce tenant, donc de cette entreprise, et des invités, si vous avez des guest users, ils seraient aussi autorisés à signer avec. C'est ça. Toute la brique external user serait autorisée aussi. Donc là, on est en train de créer une web API. Donc et une web API, pour qu'elle soit protégée, il faut qu'on définisse un scope
une étendue. Je découvre les termes en français d'ailleurs. Je ne les ai jamais vus. Première fois que je vois le portail en français. Ouais. On s'est dit qu'on va le laisser en français pour le webinaire. Comme ça, tout le monde profite d'apprendre des choses. D'accord. Donc là, c'est une application qui va exposer la météo et donc on va appeler le scope weather. C'est ça. C'est ça. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Pour des raisons de simplicité, on a choisi ce weather et voilà, je pense que vous voyez tous pourquoi. Les API créés avec les templates Visual Studio créent déjà une API weather. Donc, voilà, l'idée c'est de mettre de l'autant sur cette API. Et donc voilà, on est parti de ce use case. Alors, à quoi ça sert les scopes? Ça serait par exemple si on avait des utilisateurs qui auraient le droit d'accéder. On parlait ici d'API protégées, donc ça veut dire que c'est une API qui va pouvoir être accédée que si on a une identité. Et donc, on pourrait avoir des scénarios où certains utilisateurs peuvent lire la météo, mais d'autres utilisateurs peuvent écrire des données qui permettront plus tard aux autres de lire la météo. Dans ces cas-là, il y aurait deux scopes, un read et un write, par exemple. C'est ça. Là, on n'en a qu'un. On accède à la météo. C'est pour tout le monde. Oui. À noter qu'on note après notre identifiant de l'étendue qui nous servira. Et voilà. Donc, on a déclaré l'API, on a une identité, entre guillemets, ou une déclaration au sein de notre Azure AD de notre API. Donc, il n'y a pas le code, il y a juste l'application au sens Azure AD du terme qui est déclarée. D'accord. J'ai vu qu'au début, on avait ajouté une redirect URI. En fait, ce n'est pas vraiment nécessaire. Non, pas pour l'API. Pour des web API, il n'y a pas besoin parce que la web API, elle demande un token, mais elle l'obtient immédiatement. Il n'y a pas de gesticulation dans un browser avec un utilisateur. Tout à fait. C'est bien. Donc là, on a défini notre web API du point de vue de l'enregistrement sur Azure AD. Les scopes, comme tu disais, c'est très important. Il faut que vous les définissiez dès le départ quand vous faites une application, parce que ça va définir le périmètre. C'est très difficile à modifier après, parce que c'est des informations qui peuvent être rendues dures. Donc, toujours bien essayer de définir les différents scopes quand on démarre une API. C'est un peu comme les rôles applicatifs, ça doit faire partie des prérequis quand on démarre une API. Ouais, ça fait partie du design, en fait. Ouais, c'est rare de voir un tenant avec très peu d'applications. Oui. Benjamin nous en a fait un rien que pour nous. Ouais, c'est cool. Donc là, c'est web app. Ouais, la web app. Donc là, par contre, la redirect sert pour le coup. Exactement. Ouais. Et on est resté sur le même périmètre d'utilisateur. D'accord. Et donc, vous allez, on enregistre avec des localhosts, donc on va les exécuter local sur le poste de développement. Mais si jamais après on les redéployait quelque part, par exemple dans App Services, il faudrait bien penser à rajouter la redirect URI. Tout à fait. C'est important à faire parce que pour la web app, la web API, elle s'en fout. Oui, il y a pour les applications de type web, faut avoir en tête que pour tous nos environnements, après on peut créer des apps par environnement, mais il faut avoir cette gestion de l'URL et de la redirect URL, il faut intégrer ça dans le cycle de vie, cycle de déploiement et de développement de l'application. Dans ce sens-là. Là, on se récupère un secret qui nous servira quand on fera des flux qui demandent le secret pour l'autorisation code. Donc, oui, ce que tu veux dire par là, c'est que quand on a une web app, si la seule chose qu'elle fait, c'est signer des utilisateurs, je ne sais pas comment on dit en français, sign in. Loguer. Donc, si on log des utilisateurs, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de client secret. Non. Juste loguer, il n'y a pas besoin. Mais par contre, si elle commence à appeler d'autres choses, appeler des API, alors là, dans ces cas-là, il va falloir avoir un secret ou un certificat. C'est ça. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir consentir à ajouter l'API qu'on a créée tout à l'heure. Donc, on est exactement dans ce cas où on a besoin du client secret, puisqu'on va appeler notre web API. Donc, on retrouve le scope qu'on a créé tout à l'heure et on autorise, on va ajouter
les demandes d'autorisation, et après on fera un consent directement ici pour simplifier le cas d'usage. À noter qu'on peut faire des consentements par utilisateur, parce que là on est sur de l'application, un scope de type délégué, une autorisation de type délégué, donc on pourrait demander à chaque utilisateur d'autoriser ce scope. Ici, voilà, pour simplifier les tests, on a mis un consent admin, donc tout le monde par défaut sur le tenant pourra accéder sans avoir cette mire de consent. Il y a une question intéressante qui est dans la discussion, je vais la prendre directement. La différence entre scope et rôle, est-ce qu'on pourra avoir l'impression que c'est quelque chose qui sont Oui. équivalents? Alors, qui veut? Moi, je peux répondre si vous voulez. Vas-y. Donc, alors, il y a deux choses. La première, les rôles, on les retrouve, c'est un peu overloadé, on les retrouve dans deux choses. On les retrouve assignés à des utilisateurs quand on veut faire de l'autorisation. Je vais chercher mon mot en français. Parce que là, on est en train de parler d'authentification, qui je suis, et après, on va faire de l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit d'accéder à une partie de l'API en particulier, une action, par exemple, du contrôleur? Ça, c'est la première chose. Donc, on va pouvoir créer des rôles applicatifs et les assigner à des utilisateurs. La deuxième chose, c'est que là, on est en train de faire une web API et une web app qui signent des utilisateurs. Mais il y a aussi un autre type d'applications qui sont des démons, des applications de démons. Donc, un peu, enfin, vous savez, les démons Linux ou les services Windows, qui sont des applications qui tournent et qui vont demander un token en leur propre nom, pas au nom d'un utilisateur. Et dans ces cas-là, si vous voulez vraiment bien protéger une web API qui est appelée par un démon, il faut avoir des rôles applicatifs. On expose un rôle dans ces cas-là. Pendant longtemps, les rôles devaient être exposés par le manifeste, et maintenant, il y a une nouvelle UI pour les définir, ce qui est beaucoup plus sympa. Oui. Alors, pour la partie, si vous voulez plus de détails sur les rôles, il y a le dernier article dans Michel qui est sorti la semaine dernière. Ouais. Et par rapport au scope, pour moi, la grosse différence, c'est que les rôles, c'est l'administrateur qui va définir les rôles que je vais avoir besoin dans une application. Et les scopes, c'est moi, quand je vais me loguer sur une application, je vais donner les droits à l'application que je vais utiliser, les scopes que je lui autorise. Parce que c'est pas parce que j'ai le droit d'accéder à plein d'applis, par exemple, je suis administrateur sur un tenant, que je vais laisser les droits à l'appli quand je vais me loguer, de lui laisser tous les droits dont j'ai besoin. Vous le voyez maintenant quand vous allez sur des sites web, vous pouvez choisir, quand vous faites des liens entre, par exemple, Facebook ou GitHub et une autre application, vous vous dites, je laisse cette application le droit de voir mon profil, accéder à mon email, poster pour moi. Ben, c'est un peu des scopes. Et donc, en fait, ces scopes-là, moi, je peux les définir. C'est pas parce que j'ai tous les droits que je vais laisser toutes mes applications le droit de le faire. Et donc ça, je vais pouvoir limiter les scopes à ce moment-là. Donc les rôles, c'est l'administrateur, mais pour moi, c'est des scopes. C'est l'utilisateur qui donne ces scopes, qui délègue les scopes à l'application. C'est ça. Les scopes servent à contrôler des zones dans les API, là où les rôles, on s'en sert plus pour du user management, de l'accès vraiment orienté utilisateur ou application, mais au sens applicatif du terme, au sens identité qui accède à quelque chose. Il y a aussi le fait qu'on peut dire les scopes, c'est fait pour que l'utilisateur consente pour que l'application accède à des ressources en son nom. Donc, c'est quelque chose, bon, par exemple, dans le cadre de notre web API, je ne sais pas, mais si par exemple vous avez des données OneDrive, et si on écrivait une application qui accède à ces données OneDrive, comme c'est vos données, vous devez dire à l'application, oui, enfin en tout cas à Azure AD, oui, j'accepte que cette application lise mes photos OneDrive. Ça c'est une notion. Alors que, par exemple, OneDrive, l'administrateur OneDrive, c'est pas la même chose qu'un utilisateur lambda OneDrive. Admettons qu'il y a un administrateur OneDrive. Là, on pourrait aussi utiliser le rôle, mais c'est différent, c'est donné par le système, pas du point de vue de l'utilisateur va autoriser l'application à faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, on essaye. Mais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer, c'est une notion assez complexe.
J'espère qu'on a à peu près répondu. N'hésitez pas s'il y a des sous-questions, des précisions que vous voulez avoir. On continue un petit peu et on regarde. Là, vous avez vu, on est retourné au niveau de l'authentification, parce qu'on va faire juste un petit paramétrage qui permet comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marc, il y a une notion d'autorisation et d'authentification. Ici, ça nous permet de nous authentifier directement sur l'application sans appel API ou quoi que ce soit. Donc c'est un flux, OpenID qui est plus léger. Et donc voilà, mais par contre, il faut activer l'émission du jeton de ID. Donc c'est ce qu'on fait là au niveau de l'application web. Donc, côté administration, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Alors, on a fait un peu les choses dans le désordre parce que généralement, quand on développe, on met les callbacks après parce que les adresses et Visual Studio qui nous les donnent. Là, pour bien séparer les deux, on a mis les callbacks avant. Donc, on va corriger les callbacks du site web et de l'API après. Mais normalement, généralement, on met les callbacks après puisque c'est le Visual Studio ou notre IDE qui nous les donne. À noter que toute cette configuration, on a choisi de la faire pour ce webinar à la main, sur le portail, entre guillemets. Il y a différents petits outils, Jean-Marc, si tu veux en parler, qui permettent d'automatiser tout le travail qu'on a fait un petit peu avant. Et aussi des petites choses qu'on verra après qui synchronisent, entre guillemets, les URL avec l'application. Mais voilà, pour bien expliquer la partie Azure AD, c'est vrai qu'on a voulu vous montrer un petit peu des écrans et ça nous permet aussi de nous laisser le temps de discuter de tout ce qu'il y a à faire. Et, oui, enfin, de ces concepts-là. Alors, en effet, il y a des outils. Bon, d'abord, on va voir, quand vous allez créer Visual Studio, je vous montrerai un lien et puis on parlera de cet outil. On pourra même le faire à la fin si vous êtes intéressé. Je pourrais partager mon écran et vous le montrer. Ok. Si c'est prévu. Ok. Oui. Donc on va commencer par le site web là, par contre. Parce que comme ça, on va pouvoir se loguer avant que l'API existe. Donc on part vraiment de zéro. On va créer de la solution directement avec le site web. Et par contre, on vérifie bien qu'on est en .NET 5. Et si vous vous souvenez, dans les modèles précédents, ils nous demandaient si on voulait se loguer sur de l'AD. Là, on n'a pas besoin, on va juste donner Microsoft Identity Platform. Alors, ça c'est une nouveauté, ça marche pour deux choses, pour Azure AD et Azure AD B2C. Bon, là, on ne parle pas vraiment de B2C, mais B2C, c'est les scénarios business to customers, où vous signez, vous laissez les utilisateurs signer avec leurs identités sociales, comme Google, Facebook, etc. Donc, avec cette authentication type Microsoft Identity Platform, ça fait tout. Ça va permettre de tout faire. Ce sera juste une question de tenant. Donc voilà, donc ça, c'est la partie qui est plutôt récente de Visual Studio. Oui, oui c'est 3 semaines. Ouais. Alors avant c'était mieux en fait, ça faisait tout, mais ce dialogue est en train d'être refait. Et puis bon, il faut aussi dire que ce qui s'est passé entre 3 semaines et puis le mois prochain, c'est que bon, il y a une expérience qui est un peu moins bonne dans le sens où ça fait pas tout, mais par contre le mois prochain, vous aurez des checkbox pour dire je veux faire une application qui fait ci, qui fait ça, de tel tenant, mais qui en plus peut appeler Microsoft Graph ou une API. Donc ça va être assez sympa. Alors, on parlait tout à l'heure de ce petit outil. Vous voyez le lien eka.ms, .NET Template MS Identity Platform. C'est ça qui vous permettrait de faire ce que vous avez fait là, à la main un petit peu en quelques minutes. Bon, c'était pas si long que ça. Vous pouvez le faire par un outil qui fera ça tout automatiquement et qui partira du code. Donc, c'est d'enregistrement code first. Ça déterminera à partir du code que c'est une web app, une web API. Puis ça trouvera magiquement votre tenant parce qu'en fait, si vous regardez en haut de l'écran, là, il y a une petite photo. Et ta photo, Benjamin, je pense. Donc, ça, c'est le compte avec lequel tu es logué.
Et Visual Studio te connaît, il connaît tous les tenants dans lesquels tu es, et donc il essaiera de créer une application dans ton tenant par défaut, qui l'outil permet aussi de dire je veux que ce soit dans ce tenant en particulier. Et après, il fait tout magiquement. Donc ça, c'est assez sympa. Si on a le temps à la fin et que tout le monde est intéressé, je pourrais le montrer. OK. Donc, une fois le projet créé, on arrive directement sur les app settings. Du coup, on va réécrire ce qu'on a récupéré précédemment dans la création de nos instances d'application Azure AD. Ça nous permet de bien comprendre tout. Donc le tenant ID, c'était la première chose que tu avais montré dans la vidéo. Et puis oui, c'est l'annuaire. L'annuaire, c'est ça. Et quand tu les as créés, tu avais bien noté le client ID. Client ID qu'on appelle aussi Application ID. Parce que pourquoi faire simple? Il vaut mieux avoir deux concepts. C'est l'historique entre... alors je ne sais pas qui a un peu... Voilà. Au sens haute, c'est du client. C'est ça au sens protocole et standard, c'est un client. Et le client, c'est vraiment l'application, c'est jamais l'utilisateur. C'est une des choses à comprendre. On a mis un petit peu de temps quand je suis arrivé dans l'identité. Bon, c'est pas la seule. Donc, voilà. Donc là, on a configuré l'application. On a mis le minimum. On verra après qu'on va revenir dessus dès qu'on aura mis l'API. C'est ça. Et là, normalement, alors on va faire un peu de changement de... Ah oui, alors donc, du coup, comme vous avez des redirect URI qui sont déjà enregistrés, il faut que vous changiez votre launch settings ou les propriétés de l'application pour que ça matche en fait. C'est ça. On change juste le port HTTPS. Alors, un petit détail sur ça, vous avez MyWeb et puis il doit y en avoir une autre en fait. Il y a deux profils par défaut de démarrage. C'est-à-dire que la petite combo box qui est là, ça vous permet de changer entre IIS Express et Kestrel. Donc, quand vous voyez et là, normalement, il faut que vous fassiez attention, si vous voulez utiliser les deux, d'enregistrer bien toutes les les deux. Là, j'ai mis Kestrel, comme ça, on voit bien les logs. Oui, c'est bien. Ouais, ça paraît pas mal. Ouais. Et personnellement, je trouve que ça démarre plus vite. En effet, je ne sais pas bien pourquoi, mais oui. Donc là, la Kestrel t'avait montré l'URL à laquelle démarrer. Il n'a pas démarré tout seul, ça. Des fois, Visual Studio démarre un truc tout seul, des fois, il ne le fait pas. C'est pas... Ah bah oui, non, mais là, tu voulais le faire dans une fenêtre privée. In private, pour montrer. Parce que sinon, en fait, Azure AD est un peu trop futé. Il sait que vous êtes déjà signé dans des browsers, donc il va utiliser cette identité. Donc là tu veux en utiliser une autre et tu vas montrer toute l'expérience. Alors, dans Visual Studio, on peut créer des profils. Oui. Et par exemple, sur mon PC, j'ai des profils par chacun de mes clients, j'ai un profil dans Edge ou dans Chrome. Et je peux choisir quand je développe le profil que je veux. Quand je lance, ça me permet d'être sûr d'avoir. J'ai qu'une seule identité Azure AD par profil. Ça m'évite les conflits et les surprises. Ah, c'est vrai, c'est pas mal ça. Ouais. Bon, après, sauf si tu fais ce que tu viens de faire. Oui, je veux garder. Et là, auquel cas, je rajoute une deuxième identité dans le profil. Bon, ça m'arrive de me tromper par contre. Donc c'est cool. En fait, avec juste ça, créer ton projet et puis cette phase d'enregistrement, tu as signé. Donc, tu as une application qui te connaît, qui connaît l'utilisateur, qui est capable de lui demander un certain nombre de petites informations à ce niveau, comme par exemple, quelle est son adresse, son adresse visible, adresse email visible. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait montrer simplement. Petite parenthèse, on en parlera tout à l'heure. Vous avez vu, il y a déjà un bouton sign out, il y a déjà un sign in, il y a déjà un petit peu d'interface UI qui ont été ajoutés.
aussi à la création du projet. Donc là, voilà, la page de sign out, voilà, qui ne sont pas de base dans un projet non authentifié. Donc là, ces parties-là, ces mécaniques sont déjà faites, et c'est Microsoft Identity Web aussi qui les ajoute lorsqu'on choisit la plateforme d'authentification. C'est ça. Et c'est extensible. Si vous voulez changer tout ça, c'est possible. Une deuxième chose, c'est que ce bouton sign in, dans le cas de Azure AD B2C, il permettrait aussi de faire d'autres opérations, comme le reset profile, le reset password, oui. et le edit profile. Donc là, on fait un petit tour maintenant au niveau code, ce qui a été ajouté par rapport à un projet classique. Donc on retrouve bien notre package Microsoft Identity Web, donc pour ajouter les mécaniques au niveau middleware et service. Et on a aussi juste en dessous la Web UI, donc qu'on vient d'évoquer avec Jean-Marc à l'instant. Après, au niveau démarrage du projet, donc ça, vous l'avez vu, hein, pareil, de la même manière dans un article, hein, on l'a fait à la main, entre guillemets. Donc on a ajouté les choses au fil d'un petit tuto. On va retrouver les mêmes éléments ici. Donc là, on va retrouver au niveau de la configuration des services, l'ajout de l'authentification et de la partie Microsoft Identity Web App, le middleware web pour les web apps. Parce que là, on regarde celle de la web app. Et on a les pages UI pour l'authent. Après, on a les use, bien sûr, classiques. Donc là, rien de nouveau sous le soleil. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'authorize, bien sûr, sur le contrôleur. Donc après, vous les mettez où vous voulez. Voilà. Là, par défaut, il les met sur le contrôleur. Mais voilà, on a un petit anonymous sur les erreurs, bien sûr. Voilà, et donc là, bon, pour ceux qui connaissent pas trop ASP.NET Core, ça utilise l'injection de dépendance slot beaucoup, comme par exemple ce logger là. Bon, on va voir que ça va être très utile pour l'authentification aussi également. Voilà. Voilà, deuxième projet, l'API. Donc, en termes d'app-registration, on avait enregistré l'API d'abord parce que vous vouliez dans la web app la référencer. Mais là, oui. Là, vous vouliez montrer qu'on pouvait on pouvait juste signer l'utilisateur, loguer l'utilisateur. On a fait la web app d'abord. Tout à fait. On voulait juste montrer que c'était déjà, sans avoir besoin d'une API, déjà faire de l'identité et montrer qu'on pourrait utiliser déjà un peu ce qu'on avait sans avoir à tout configurer. Parce qu'on va voir, on va revenir après sur la web app pour aller l'attaquer après. D'accord. Donc, même chose, on rajoute les types d'authentification Microsoft Identity Platform. Et on se retrouve sur les app settings ouvertes. De la même façon. Même chose. Donc là, on met bien le client ID de l'API. Et on va changer l'URL comme tout à l'heure pour pouvoir accéder pour que ça matche notre configuration qu'on a mis dans. Oui, alors, oui, comme je disais, on n'avait pas besoin. Mais... Pour une web API, on n'a pas besoin. Mais c'est vrai que si vous avez une démo et que vous comptez que votre web API soit plutôt à une adresse particulière parce qu'elle est appelée par la web app, oui, c'est important. C'est pas tant pour la redirect URI que pour le fait que votre web app a appelé la web API à cette adresse. Donc, il faudra mieux que ce soit celle-là. C'est ça. Ah oui, ça, la fonction magique dans Visual Studio, démarrer 2 trucs à la fois, ça c'est super cool. Et bien mettre l'API avant, parce que pour qu'elle démarre avant. Ça, je savais pas. Ah, c'est pour ça que des fois, il y a des petits problèmes. Je savais pas qu'il fallait le mettre avant. Ça nous permet de sûr que quand on va accéder au site web, si on se log directement et qu'il appelle l'API, elle est bien lancée. Même si les sites web, ils mettent un peu de temps à démarrer, donc des fois, on ne sait jamais qu'ils démarrent finalement, qu'ils arrivent à être up avant l'autre. J'ai des erreurs aléatoires des fois, de timing en effet, qui c'est qui démarre d'abord. Ah ok, donc ça c'est la data structure qui va nous être envoyée.
Exactement. Vous envoyez par On a API. pris vraiment les projets qui sont fournis dans l'IDE pour que vous puissiez être capable de tout refaire. Donc là, on a, oui, sans copier, on n'avait pas envie de passer du temps à copier du code, code métier, entre guillemets, donc on a pris vraiment ce qui était basique. Donc on retrouve la même identity web. À noter qu'on n'a pas la partie UI, puisque on a une API, donc c'est à peu près logique jusque-là. Ensuite, dans le startup, petite différence aussi, c'est qu'on a la Microsoft Identity Web API, donc c'est la spécifique pour la partie API, donc qui ne fait pas le même travail. Donc tout à l'heure, on avait Add Microsoft Identity Web App, c'est ça? Ouais. Donc là, Oui, Add Web Microsoft Identity Web API. Parce que c'est pas les mêmes flows qu'on va utiliser pour chaque. Voilà, mais bon, Oui, ça, c'est un peu transparent avec Microsoft Identity Web App. Et on a l'authorize aussi de la même manière. À noter qu'on a la vérification de scope, donc qu'on retrouve un petit peu plus bas dans la méthode. Donc c'est le scope required by Web API, donc cet access as user que vous avez On va changer. Changé, exactement. C'est là qu'on va mettre weather, bien écrit. Ouais. Et, Il était tard. Et ensuite, là, on voit dans la méthode, il y a vraiment la vérification il y a une extension du contexte HTTP, fournie aussi par la même bibliothèque, qui nous permet de faire la vérification du scope dans le token, ce qui n'est plus par défaut. Alors, depuis donc, petit truc, depuis, on a rajouté un attribut aussi, required scope. Donc, on peut aussi le mettre en attribut sur la méthode. Voilà, on peut le mettre sur la méthode ou carrément sur le contrôleur si toutes les méthodes du contrôleur. C'est bien. Si toutes les dans la 1.1 ou dans la 1.8 ou 1.7. D'accord. Oui. Alors, ouais. On peut faire les deux. Là, même la version qu'on a, on peut le faire, mais c'est juste le setup du projet la créer de cette manière-là. Oui, ils sont un petit peu en retard. C'est un peu curieux parce que normalement. Ah oui, non, pas eux. Oui, c'est vrai. Les templates de Microsoft Identity Web, ils référencent un point star, un point étoile, alors que les templates ASP.NET, ils sont verrouillés sur une version. Bon. Mais bon, si vous updatez Microsoft Identity Web utilise le versionnement sémantique, donc bon, tant que vous ne changez pas le major number, vous ne serez pas cassé. Ou sinon, vous pouvez m'appeler. D'ailleurs, je crois que dans l'exemple de l'article, j'avais mis un attribut. Je ne sais plus, mais je crois que j'avais mis en attribut. Donc là, au niveau de l'app settings, alors là, on est passé au niveau du site web. Donc là, comme on va passer en mode autorisation, un flow de type authorization code, donc là, il nous faut un client secret pour pouvoir aller chercher le token d'accès. Donc on rajoute le client secret au niveau de l'app settings. Voilà. Et là, en fait, tu pourrais revenir au niveau de l'app registration et enlever le ID token. Tu avais coché l'ID token. Alors en fait, petit truc, avec des versions plus récentes de Microsoft Identity Web, vous n'avez même plus besoin de cocher ID token parce qu'on s'arrange autrement. Donc, cette phase que vous avez fait est justifiée parce qu'on est parti des templates donc avec une version un peu ancienne de Microsoft Identity Web, des versions plus récentes. Microsoft Identity Web s'arrange pour qu'il n'y ait même plus besoin de cocher ID token quand vous faites juste du login d'utilisateur. À part pour B2C, non, parce que B2C, c'est un peu plus compliqué. Ok, donc là, vous avez rajouté un bloc de code, Enable Token Acquisition to Call Downstream Web API. Ça va dire, on va requérir un token, et ça match avec le fait que vous avez rajouté un client secrets, et vous avez rajouté une downstream web API que vous allez avoir dans la configuration. C'est ça. Donc deux choses. Donc, changer le flow, entre guillemets, si on fait simple. Première étape. Et la deuxième, c'est on utilise un helper, des classes helper, pareil, la bibliothèque, pour avoir une instance en fait de l'API, une déclaration de notre API dans le code,
Et ça nous permet, on verra tout à l'heure, de faire des appels sans avoir à gérer le client HTTP Enco. Et on met les tokens en cache. Il y a un cache en mémoire ici, donc il sera réinitialisé chaque fois que vous redémarrez l'application, mais en pratique, c'est pas bien vu. Oui. Il y a Microsoft Identity Web vous propose des solutions pour des caches Redis, des caches Cosmos DB, SQL, des caches distribuées si vous avez envie. Oui. Le secret, pareil, on ne le met pas ici aussi. Oui, on ne met pas ici. Oui. Alors, on va pas revenir, c'est un peu la même chose que sur les articles. Donc, on fait les choses pour montrer le fonctionnement, ce ne sont pas des choses à mettre en production, bien sûr. Non, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir la discussion. Voilà, et de voir comment ça fonctionne, mais c'est vraiment pas l'objectif de reprendre tel quel. Donc là, tout à l'heure, on a vu qu'on veut ajouter une déclaration de notre API, donc on a donné un nom de section de configuration, et puis là, on va remplir la partie de la configuration. Donc, on a notre URL de notre API, avec le endpoint associé, et on a en dessous le scope qu'on a déclaré tout à l'heure dans l'Azure AD, et qu'on a autorisé pour notre application web. Donc, comme les déclarations et l'autorisation sont déjà faits, c'est relativement rapide à ajouter. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est maintenant que tout est déclaré, il va falloir dans l'index aller utiliser l'API pour pouvoir aller récupérer l'information de la météo. Donc comme c'est un appel HTTP, c'est asynchrone, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la méthode asynchrone. Et ensuite, ce que disait Jean-Marc, on va aller récupérer les informations via une interface pour pouvoir connecter à l'API. Donc ça, c'est la magie dependency injection, du fait que dans le startup.cs, vous avez dit je veux ajouter Downstream Web API. Ce service est disponible et vous pouvez l'utiliser un peu n'importe où. Non, tout, vous pouvez faire de l'injection de dépendance, donc en particulier les contrôleurs, mais pas seulement. C'est le même fonctionnement pour Graph, hein, c'est bien ça, Jean-Marc? Oui, c'est ça. Alors pour Graph, en effet, vous auriez fait add Microsoft Graph dans startup.cs et vous pourriez utiliser directement le Graph Service Client, qui est le client pour Microsoft Graph, pour le SDK .NET de Microsoft Graph. Ça, c'est assez puissant parce que vous ne gérez rien du tout. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des tokens, etc. Donc là dans il y a des petites helpers qui permettent d'appeler des API. Vous donnez juste le contexte. User, HTTP context user n'est même pas nécessaire dans ce cas-là. Il saura le retrouver tout seul. Mais bon. On aurait pu aussi utiliser mettre un access token dans un HTTP client. Enfin, les deux solutions sont toujours possibles. Tout est possible. Si vous voulez le refaire au niveau très très bas où vous contrôlez tout, vous avez votre token, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire ça. Et il y a une solution encore plus haut niveau qui est. Alors, je vais peut-être arrêter la vidéo avant que ça. C'est bon. Ouais. C'est que là, quand vous avez Call Web API for User Async, il y a aussi des génériques maintenant. Donc, vous pourriez dire directement weather, machin. On aurait pu typer directement la réponse. Typer directement. Ouais. Et à noter juste compléter ce qu'a dit Michel, il y a des intercepteurs qui sont fournis pour pouvoir récupérer les tokens et en faire ce qu'on veut pour son propre client HTTP ou voilà, si on a déjà un client HTTP pour une API, on n'a pas envie de la récupérer en entier ou d'utiliser autrement, on peut juste intercepter le token. C'est ça, parce que là, on appelle une API REST, donc bon, on peut le déléguer à cette classe de confort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des SDK qui existent déjà, qui veulent juste avoir un token. Si vous voulez utiliser le SDK, vous passez le token.
pas beaucoup de questions. Hein. J'espère que c'est l'heure du déjeuner. J'espère qu'on n'est pas trop... Donc là la méthode de confort dont je parlais avec les génériques, où vous diriez Call Web API, Weather, la structure Weather, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, celle qui est dans Models, ça vous ferait cette conversion tout seul, et puis le processing des erreurs. Oui. Mais bon, c'est intéressant aussi de le voir. De nouveau, c'est très intéressant de voir comment vous feriez en général si vous ne vouliez pas utiliser cette sérialisation automatique, etc. Il utilise Newtonsoft ou il utilise text.json, ce helper? Oui, il utilise text.json. Il n'utilise pas Newtonsoft. Non, Newtonsoft, en fait... C'est fini. Disons que c'est... ASP.NET Core n'a pas de dépendance vis-à-vis de Newtonsoft. Je ne sais pas que c'est fini, vous pouvez l'utiliser, mais... Ouais. Il faut l'ajouter manuellement quand on a besoin. Enfin, moi, je l'ajoute quand je fais de la migration de 3.1 à 5 pour être sûr d'avoir toujours la même désérialisation. Ouais. Ceci dit, text.json fait bien, pour la plupart des choses, il fait bien. Il ne réécrit pas forcément du JSON, mais pour la lecture, il est bien, il est super efficace. Donc là, dans notre contrôleur, on a récupéré l'information. Donc maintenant, dans le view data, on a récupéré la donnée. Donc, on va légèrement modifier la vue pour récupérer la valeur. Donc, on va relancer tout ça. Comme on a mis le projet dans la solution qui se lance tous les deux, donc l'API et le site web vont se lancer aussi en même temps. Donc, très important quand vous travaillez sur une solution avec plusieurs projets. Surtout qu'ils se lancent en debug simultanément. Donc, on a la possibilité de débugger à travers les deux API. Ce qui est un peu compliqué des fois, parce que tu ne sais pas dans laquelle t'es, parce que c'est un peu le même code, c'est Microsoft Identity Web dans les deux cas, c'est du ASP.NET Core dans les deux cas. Ce que j'ai fait, il y a une extension, là je ne l'ai pas mise, qui permet de colorer les onglets. Et je l'avais utilisé, ça m'arrive de l'utiliser quand j'ai vraiment des grosses solutions, et comme ça je colore les onglets par rapport au projet. Ça c'est cool, si tu peux la mettre dans le chat, peut-être ça peut. J'essaie de la retrouver, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Moi ça m'intéresse. Alors, pendant que tu signes, j'ajoute dans le chat, j'ai posé une question. Alors, voilà, j'ai expliqué comment vous pourriez avoir le code de votre web app qui appelle la web API directement si vous utilisiez .NET Core. Avec Visual Studio, vous ne pouvez pas, parce que en tout cas pas aujourd'hui. Mais avec .NET Core, si vous faites .NET New Web App, et puis après -auth, auth single org, ça veut dire Azure AD, et puis après called Web API, called API Scope, c'est called API URL, vous aurez ce code, le même code que vous avez fait, qui sera fait tout seul directement pour vous. Voilà, cool. C'est ça. Donc voilà, en attendant, l'application s'est lancée. Donc on a bien notre utilisateur qui récupère le temps, la météo. Voilà. On l'a pas affiché. Voilà, donc on l'affiche. On va aller vérifier que notre API, avec un petit point d'arrêt, que notre API a bien... Oui, que vous ne trichez pas, en fait. Ouais. C'est excitant. Donc, on arrive dans la fonction. Tout ce qui est authentification, ça se passe avant que vous arriviez dans la fonction. C'est géré par Authorize Attribute. Vous avez l'utilisateur qui est l'utilisateur qui a été passé à votre Web API. C'est-à-dire que le token a été validé et puis on en a extrait les claims, les 10 claims qu'il y a là. Donc, ce nom... Mais en fait, si tu avais étendu la collection Claims, on aurait pu voir plein d'autres informations. Oui. Et puis,
donc on vérifie parmi les claims, il y en a une qui est le SCP pour scope. Donc on vérifie cette claim, la présence de cette claim scope qui doit matcher. Un scope doit aussi contenir le scope required by API. Ça, c'est l'objet de cette ligne 35 là. Ce qui vous permet de nouveau à la Web API de valider que l'utilisateur a bien consenti pour cette scope qui est nécessaire. L'API ne voudrait pas donner la météo à un utilisateur qui n'aurait pas validé le consenti pour avoir le scope, on va dire. Ok. Super. Est-il prévu de proposer un delegating handler gérant l'injection du token dans le header d'autorisation? Alors en fait, on pourrait faire un délégateur. C'est une bonne question, Guillaume. Bonjour. Je te propose de poser une feature request dans Microsoft Identity Web. En fait, iDownstream Web API fait ça déjà. Il le met dans l'autorisation leader, etc. Mais on pourrait aussi créer un delegating handler, c'est une bonne idée. Je te propose d'ajouter ça. Je peux donner le repo de Microsoft Identity Web, comme ça. Il va de dire Microsoft Identity Web. Donc ce repo, Guillaume, tu peux tu ajoutes une GitHub issue et puis on le priorisera. Alors, tu veux montrer ton outil? Oui, comme ça, en même temps, s'il y a des questions, on répond aux questions. Ouais, je veux bien. Alors l'outil, je vais partager mon écran, hein, c'est ça? Je partage l'écran. Ok. Alors là, je ne sais même pas si c'est une web app ou une web API. Donc j'ai vite fait. Alors, comme je disais, vous pouvez utiliser .NET Core. Alors, vous avez les commandes .NET Core. Par exemple, ici, j'ai fait une web app. C'est la même chose si vous faites File New Project, sauf que ça n'appellera pas automatiquement Microsoft Graph. Donc là, j'ai fait une web app en utilisant .NET Core, authentification avec Microsoft Identity Platform, qui va appeler CallGraph et puis force, parce que je l'avais fait plusieurs fois, pour que ça refasse le code. Et de la même manière que vous aviez tout à l'heure add Downstream Web API, ici, ça a rajouté Add Microsoft Graph, et dans la page de la Web API, donc le index.html, de la même manière que vous avez injecté tout à l'heure le iDownstream Web API, là, ça a injecté le Graph Service Client. Donc, et vous pouvez l'utiliser directement. Donc là, vous allez avoir l'information sur l'utilisateur connecté, mais beaucoup plus riche que ce que vous avez dans le ID token quand vous faites un sign-in de l'utilisateur. Pour revenir à ça, cette chose-là. Donc, on a, si vous allez là, dans .NET, sur cette eke.ms link, ça va vous dire, l'expérience est un peu moins bonne que avant, mais vous pouvez utiliser un outil, MS Identity AppSync, et il va vous permettre beaucoup plus, des choses beaucoup plus riches dans la mesure où il va vous permettre de rajouter, appeler graph, et puis ce que vous avez fait à la main, le code que vous avez rajouté, on aurait pu le faire automatiquement. Je l'avais mis dans le chat window, call d'API URL et call d'API scopes. Et si vous utilisez ça, il va vous configurer automatiquement le truc. Alors c'est un .NET Global Tool, ce qui veut dire qu'il faut l'installer. Alors, il faut l'installer de cette manière-là. .NET Tool install -G Identity AppSync. Alors, moi, comme je suis un peu feignant, je n'ai pas trop envie de le faire, je l'ai mis comme un outil externe Visual Studio, vous savez, les External Tools. Donc, c'est celui-là. Et un Global Tools, il est en fait dans User Profile.NET Tools. Et puis, moi, mon tenant par défaut, c'est le tenant de Microsoft. Et créer des applications dans le tenant Microsoft, c'est compliqué, parce qu'il y a plus de sécurité. Donc, nous, on n'est pas autorisé à consentir aux scopes. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai fait comme vous. C'est étonnant. Ouais.
Non, les utilisateurs chez nous ne consentent pas au scope. C'est que alors bon, après, je peux demander à appeler le numéro de téléphone et puis fournir des papiers en 5 exemplaires pour dire voilà, c'est important. Mais bon, là, pour la démo, peut-être pas quand même. Donc bon, j'ai un tenant de test comme vous qui est un peu vide. Et quand je vais appeler, donc je vais juste sélectionner le projet sur lequel je veux le faire, donc celui-là, et puis je vais lancer l'outil. Bon, je vais quand même venir là. Donc, je vais faire Tools MS Identity AppSync, et il me propose juste les arguments qu'est le tenant ID. Vous n'auriez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin du tout d'avoir le tenant ID si vous n'avez qu'un seul tenant ou vous n'êtes pas dans un tenant paranoïaque. Donc, je dis OK. Et ce qui va se passer, vous allez voir ce qui va se passer ici, c'est que l'outil a détecté que c'est une web app. En effet, c'est une web app qui appelle le Web API. Donc, il va créer une nouvelle app registration. Alors, il est en train de le faire, là. Il a contacté le tenant, il est en train de ce que vous avez fait à la main, il a créé une application. Et puis, il a mis à jour automatiquement le tenant ID, le client ID. Puis, il sait que il y a un user secret, et puis il sait aussi que vous allez pouvoir sans doute committer votre code. Donc, il l'a mis là-dedans. Hein. Quand vous faites manage user secret, il l'a mis là. Voilà. Bon, je vais détruire l'application après, donc vous pouvez noter, mais ça ne vous servira à rien. Et puis voilà, hein, l'application. Donc, du coup, j'avais fait file new, bon, un petit peu plus que ça. J'avais fait par .NET Core pour avoir le calls graph, mais bon, maintenant, ce qui veut dire que si je l'exécute de la même manière, Michel, je peux l'exécuter. Alors là, c'est dans IIS Express, mais la registration, elle a regardé toutes les redirects URI possibles. Et donc, ça marchera à la fois avec IIS Express et avec Kestrel. Parce que, bon, selon les cas, comme on disait, c'est pas mal aussi Kestrel nous permet d'avoir les logs. Bon, comme vous pouvez voir, mon Visual Studio est à genoux. Mon PC, de manière générale, est un peu à genoux. Mais bon, ça génère, ça exécute. Et ça va me signer automatiquement parce que je n'ai pas pris de navigation in private dans le browser, mais ça va me signer moi-même. Et puis, ça va appeler le graph. Et puis, ça va me trouver mon nom. Donc, tout à l'heure, on avait JMPrior avec Microsoft.com. Là, ça va peut-être être, je ne me rappelle plus ce qu'on a mis. Ça va peut-être être juste mon nom. Donc, voyons voir. Comme tu disais, hein, c'est un peu long à démarrer, hein, les web apps, des fois. Bon, moi, j'ai un PC, évidemment, où on passe des tas de trucs avec des versions qui ne sont pas encore réalisées, etc. Donc, ça empire un peu les choses. Normalement, c'est quand même assez clair. Alors, voilà, bon. Il veut me signer dans ce tenant. Je suis un guest de ce tenant. Il veut absolument que je renforce la sécurité, donc j'installe du tout effet, etc. Je lui dis non, j'ai pas envie. C'est une nouvelle application. Là, je n'ai pas préconsenté. L'outil n'a pas préconsenti, donc il dit est-ce que tu veux bien que cette application accède à ton profil. Donc, je vais lui dire oui. Et puis, j'ai la possibilité, comme je suis administrateur du tenant, de consentir pour toute l'application, ce que vous avez fait tout à l'heure dans le portail. Donc, j'accepte. Et là, maintenant, l'application m'a signé et en plus a appelé Microsoft Graph et tout à l'heure on avait dans le ID token ça, maintenant vous avez quelque chose de plus humain, plus lisible et c'est toutes les informations que vous pourriez avoir dans le directory, comme par exemple mon numéro de téléphone et mon numéro de bureau. Voilà. Donc, donc voilà le petit résumé de ce que fait cet outil. Cet outil, je l'ai fait par Visual Studio, mais j'aurais très bien pu le faire aussi de la même manière. C'est ça, c'est juste MS Identity AppSync avec possibilité, il s'installe comme ça. .NET Tool install, -- global, MS Identity AppSync. D'accord. Pour remettre le scope, il a regardé dans ce que tu avais déclaré en Downstream API, c'est ça? Alors, il a créé lui-même les PI, donc il a en effet regardé, alors c'est vrai, c'est une très très bonne question, il a regardé le scope qui était ici. En fait, on disait tout à l'heure, Michel disait tout à l'heure, les scopes, c'est pas facile à changer parce qu'on peut les avoir, comment dire, mis en dur. Dur, mais là, on ne le met pas en dur, on le prend dans la section Downstream API Scopes. Donc, c'est la même chose que ce que vous aviez tout à l'heure. Et ici, c'est user.read en graph. Oui. D'accord. Voilà.
ça utilise cette même section Downstream Web API pour Graph et pour les Downstream API. Ça va changer ça. On va avoir deux sections parce que pourquoi on ne pourrait pas appeler à la fois Graph et Downstream Web API? C'est une très bonne question, donc on va faire ça. Voilà, bon, voilà, je pense que ça vous permet d'avoir ce code directement, puis de ne pas vous préoccuper de la registration. Mais bon, par contre, vous ne comprenez plus rien. Et donc, c'était ça aussi la valeur de cette session, c'est d'aller à travers toutes ces étapes pour voir, pour voir ce que ça faisait, quoi. Voilà, bon, je pense que si j'y arrive, je vais essayer d'arrêter de partager mon écran et puis redonner la main à qui veut. Puis voir les questions, s'il y a des questions. Non, il n'y a pas eu de questions. Je regarde dans le chat, s'il y a eu des questions dans le chat. Non, il n'y a pas eu de questions dans le chat. J'espère qu'on n'a pas endormi tout le monde. Non. On aurait dû préciser de ne pas faire entrer plat dessert à midi pour... Voilà, bah, on est intéressé par tous les feedbacks. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, mieux? Ah voilà, c'est là. Et je stop. Voilà, stop le partage d'écran. Du coup, a priori. Ouais, on va pouvoir arrêter la session. Vous recevrez la vidéo de cette session, donc d'ici fin de semaine, on dit, je crois. Donc voilà, avec toutes les informations qu'on vous a communiquées, la vidéo. Donc, merci pour ceux qui ont assisté avec nous à cette présentation. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Merci beaucoup. C'est simple, ça devient de plus en plus simple. Ça va être vraiment très simple. Alors, je vais dire un secret, normalement, Visual Studio, mais ne le répétez pas et dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Hein. Visual Studio, au mois de mai, il y aura une bonne surprise dans cette direction-là. C'est-à-dire quand vous ferez Find New Project, à la fin, ça va vous créer votre projet, puis à la fin, vous allez pouvoir faire ce que fait l'outil. Vous allez pouvoir décider si vous voulez appeler le graph, si vous voulez appeler une Web API avec une UI. On est en train de travailler là-dessus avec les gens de Visual Studio. Mais bon, on est Microsoft, donc on ne promet jamais aucune date. Hein. Et surtout, mettez-le en place dès le départ. C'est comme le déploiement. C'est plus simple quand c'est au début. Oui. Ouais, en fait, la bonne nouvelle, on va dire vraiment tous les secrets, c'est que ça va être incrémental. C'est-à-dire vous pourrez avoir votre web app, ça même Benjamin et Michel, ils ne savaient pas trop. Vous allez pouvoir créer votre web app et puis de vous dire, oh mince, je veux de l'authentification maintenant. Et en fait, ça va rajouter le code après. Ça peut être utile pour ceux qui utilisent les versions antérieures des bibliothèques, par exemple. Par exemple, oui. Par exemple, oui. Ouais, migration. Scénario à regarder, en détail, mais c'est surtout bon si vous avez créé une application et puis que vous n'avez pas rajouté l'authentification, ça la rajoutera après. En tout cas, c'est le North Star. C'est ce vers quoi on veut aller. Avec les Connected Services, je ne sais pas si vous connaissez, mais sauf que ça ne vous dira pas aller dans Connected Services, ça vous ouvrira déjà la page pour le faire. Voilà. Super. Bon, cette petite session clôt le mois de l'identité chez Salenza. Voilà, vous avez les 9 articles plus une petite vidéo qui reprend quelques éléments. J'espère que ça vous a apporté des choses. Voilà, l'objectif principal. Et voilà. J'ai une question. Ouais, un petit retour sur la doc. D'accord. Remarquable. La doc est assez dense, oui, je sais. Et alors Guillaume, toujours donc je la réponds, je la donne en direct. On est en train de la porter à docs.tbs plutôt que d'être dans le wiki. Mais elle est dense, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, elle est dense, puis à la fois, il y a beaucoup de mots, parce que quand j'écris, je fais beaucoup de mots. Mais j'ai des collègues qui divisent le nombre de mots par 2, donc ça va mieux après. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par dense, d'ailleurs, Guillaume? Bon, éventuellement, tu peux me contacter directement. Si tu veux, s'il y a des points spécifiques. Et n'hésite pas à créer des GitHub issues. D'une manière générale, on voudrait que les choses soient simples. Bon, le domaine est complexe, hein, donc on essaie que Microsoft Identity Web et tout le tooling Visual Studio vous apporte une simplification. Mais il y a aussi l'idée, c'est les choses simples doivent être très simples, mais les choses complexes doivent toujours être possibles.
Donc là-dessus, il y a de la doc, évidemment. Voilà, je crois que j'ai terminé de répondre. Merci de me contacter en direct. Okay. Ça fait plaisir de reparler français, d'ailleurs. Merci à tous. Merci Jean-Marc de prendre de ton temps. Merci de m'avoir invité. Merci. Et merci d'avoir préparé tout ça aussi. C'était super. J'ai même appris plein de trucs.